Alors, nous passons à la correction de la troisième partie du TP sur les graphes et les labyrinthes. On va donc supposer que vous savez générer un labyrinthe grâce à la partie 1. Ce que vous avez écrit, ou disons ce que je vous ai donné, est donc dans le module génération labyrinthe, dont on peut voir le docstrings ici. Et on voit que donc pour générer un labyrinthe, il faut passer deux paramètres, hauteur et largeur, et qu'on récupère un labyrinthe sous la forme d'un dictionnaire. La résolution d'un labyrinthe se fait grâce donc à ce qui a été fait dans la partie 2, grâce au module qui a été récupéré dans le module résolution profondeur labi, dont on peut voir le docstrings. Et donc on voit que dans le module résolution profondeur labi, il y a une fonction qui s'appelle résolution, qui nécessite trois paramètres obligatoires. Le premier c'est labyrinthe, donc un graphe sous la forme d'un dictionnaire. La deuxième c'est sommet de départ, donc c'est un couple d'entiers qui représente un sommet et qui représente le point de départ du chemin que vous cherchez. Le sommet de destination qui, bien sûr, pareil, est un couple d'entiers qui représente le sommet d'arrivée du chemin vers lequel vous voulez aller. Et ce qui nous sera renvoyé, retourné, ça sera donc une liste qui contiendra des sommets, où le premier élément de la liste sera forcément le sommet de départ, et le dernier sommet de la liste sera le sommet de destination, et bien sûr, entre les deux, vous aurez que des sommets adjacents les uns des autres. Ensuite, il faudra utiliser le module labi 2D dont on a déjà un peu parlé. Alors le module labi 2D contient une classe, lui, c'est la classe labi 2D, et on a son constructeur ici, le constructeur init, qui demande trois paramètres. Le premier c'est un labyrinthe, le deuxième c'est sa hauteur, sa largeur, et la taille de la case qui est un argument optionnel. Qui vaut 16 par défaut, mais qu'on peut augmenter à 32 ou à 64 si on va avoir si on a un labyrinthe de très petite taille, ou qu'on peut réduire à 8 si on a un labyrinthe de très grande taille. On a aussi une méthode quitter qui permet de fermer la fenêtre et l'objet, et puis on a une méthode update qu'on n'a pas encore trop utilisée qui permet de rafraîchir la fenêtre. Cette méthode demande le labyrinthe comme argument, demande un argument optionnel qui s'appelle personnage, qui permet donc un personnage qui va pouvoir évoluer dans le labyrinthe. Donc principalement, le personnage, on connaîtra sa position et sa direction. Le sommet de départ, c'est-à-dire ce qui est censé être le point de départ du personnage. Le sommet de destination, c'est l'endroit où il est censé arriver. Pareil, ces deux paramètres sont des couples d'entiers et c'est des paramètres optionnels. Le chemin, qui peut être un chemin qu'on peut indiquer entre un endroit et un autre. Donc c'est un chemin qui sera écrit en jaune dans le labyrinthe. Entre deux, donc c'est une liste de sommets. Et ensuite, tempo qui vaut par défaut 0. Donc a priori celui-là vous n'aurez pas trop à l'utiliser. Qui représente donc le nombre d'images par seconde pour l'animation Pygame. Donc a priori ici le paramètre est à 0, ce qui veut dire que le Pygame essaie d'aller aussi vite qu'il peut. Donc ici on remarque qu'on a donc remarqué que dans la méthode update on a l'utilisation d'un personnage. Donc le personnage, il faut vraiment se le figurer comme sur l'image qui est ici, c'est-à-dire qu'il évolue dans le labyrinthe, et donc sa position est définie par un numéro de ligne et un numéro de colonne, mais aussi par la direction vers laquelle il regarde. C'est très important parce que on peut utiliser plusieurs façons on n'a pas besoin forcément de la direction quand on est en mode 2D, mais en mode 3D on a besoin de savoir vers où il regarde. Donc du coup XY est donc le sommet sur lequel le personnage est, et la direction peut prendre 4 valeurs. Alors est, ouest, nord, sud, que j'ai mis volontairement en
comme chaîne de caractères. Alors on pourrait aussi dire, par exemple pour le nord, que c'est la direction 1, 0, pour le sud que c'est la direction moins 1, 0, etc. Voilà, on pourrait aussi le faire plus mathématiquement, mais là j'ai voulu simplifier le truc, et donc j'ai mis est, ouest, nord, sud. Alors donc du coup on va poser une classe personnage. Donc la classe personnage, on a un constructeur, juste on n'a pas besoin d'autre chose. Donc le constructeur a besoin de deux paramètres obligatoires et deux paramètres optionnels. X c'est sa position en ligne, Y sa position en colonne, sa direction par défaut, on peut ne rien mettre et par défaut ça sera ouest, et pareil la couleur par défaut elle sera noire, mais on peut mettre autre chose. Voilà. Et du coup ça crée un objet qui a quatre attributs, l'attribut X, l'attribut Y, l'attribut direction et l'attribut couleur qui reprennent bien sûr ces quatre informations. Donc l'exercice 1 que vous deviez faire, c'était donc définir une hauteur de labyrinthe, définir une largeur de labyrinthe, définir une taille de case en pixels, générer un labyrinthe, définir un sommet de départ sur l'extrême gauche, c'est-à-dire avec une colonne de 0, définir un sommet de destination sur l'extrême droite du labyrinthe avec une colonne égale à largeur moins 1, instancier un personnage, le poser sur le sommet de départ, afficher l'ensemble dans une fenêtre PyM, puis faire vivre la fenêtre, où en chaque tour de boucle, on mettra à jour labyrinthe, personnage, sommet de départ, sommet de destination, et puis on n'oubliera pas de quitter PyM. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça donne cette fenêtre-là. Donc en premier, on va définir une hauteur de labyrinthe, donc on va dire hauteur égale 10. La largeur de labyrinthe, on va dire largeur égale 10. On peut mettre 5 comme on peut mettre 20 ou 50. Donc là, j'ai mis 10 parce que c'est comme ça. Du coup, on définit une taille de case. Donc ici, comme j'ai un carré de 10 par 10, si la taille de case c'est 32, ça va faire un labyrinthe de 320 sur 320. Donc ça va, c'est pas très gros, mais c'est suffisant. Et puis on va générer le labyrinthe, donc on appelle la fonction génération labyrinthe et on lui passe la hauteur et la largeur. Et on récupère dans l'habit le dictionnaire qui contient le graphe. On considère un sommet de départ, donc le sommet de départ, on sait qu'il a pour colonne 0, mais sa hauteur, on ne sait pas combien c'est. Donc ici, le numéro de ligne, ici on va le prendre au hasard entre 0 et hauteur moins 1. Pareil pour le sommet de destination, il sera à l'extrême droite, donc sa colonne sera largeur moins 1, puisque les colonnes sont numérotées de 0 à largeur moins 1. Donc sa hauteur, ça sera pareil, un nombre au hasard entre 0 et hauteur moins 1. J'instancie un personnage au niveau du sommet de départ, donc je l'appelle cet objet perso, c'est une instance de la classe personnage. Et je passe les paramètres obligatoires, donc la position du sommet de départ en ligne, c'est-à-dire sommet de départ 0, la première coordonnée, et le sommet de départ en 1, puisque le sommet de départ, je rappelle, c'est un couple, donc je passe la première coordonnée et la deuxième. Et puis du coup, j'instancie la fenêtre PyGame, donc elle s'appelle L. C'est un exemplaire, une instance de la classe labi 2D, et j'y passe les paramètres minimum, c'est-à-dire labi, hauteur, largeur et taille de case. Donc ça me crée juste L, et puis après, il faut faire vivre la boucle. Il faut faire vivre cette fenêtre. Dans ces cas-là, on ouvre une boucle a priori infinie tant que on la change pas. Donc avec L.continue égale true. Pour chaque événement dans PyGame, on va vérifier qu'on n'a pas un événement quit. Et dans ces cas-là, si on a un événement quit, on passera L.continue à false, qui permettra de sortir de la boucle. Et puis on fera un break pour éviter de faire un tour de boucle supplémentaire. Et ensuite, une fois qu'on aura vu tous les événements, on va faire le update. Alors le update, donc on passe en paramètre obligatoire le labyrinthe, puis, alors c'est vrai que c'est un peu bête parce qu'en fait il n'a pas changé. Ensuite on passe le personnage, donc ça c'est un paramètre optionnel, donc personnage, et on met dedans perso. On met le sommet de départ ici, attention, il faut bien respecter ce qui a été mis dans le docstring, c'est-à-dire sommet de départ comme ça, et je passe dedans le sommet de départ, le sommet de destination, et dedans je passe le sommet de destination, je passe pas de chemin, et je ferme. Et donc du coup tout ceci va tourner en boucle tant que on ne fait pas un événement quit, et quand on fera un événement quit, on sortira de la boucle, et là on appellera L.quitter qui permettra de quitter la fenêtre. Donc si on fait ça,
ça ne marche pas puisque je n'ai pas validé la classe personnage, je n'ai rien validé ici, hop, et je reprends. Voilà, et donc la fenêtre est ici, voilà, et je me retrouve donc, comme vous pouvez voir, avec un labyrinthe de 10 par 10, une case en rouge qui est le sommet de départ, une case en vert qui est le sommet d'arrivée, et un personnage dont la direction par défaut ici est ouest, et qui se retrouve sur la case de départ. Voilà pour cette première partie. Nous passons à la deuxième partie. Maintenant, il s'agit d'interagir avec la fenêtre Pygame pour pouvoir diriger le personnage. Donc on va utiliser les flèches du clavier et de façon à avoir le même comportement de flèche en vision 2D et en vision 3D, on va utiliser les flèches de la façon suivante. Les flèches droite et gauche permettront de faire un quart de tour vers la droite, c'est-à-dire dans le sens horaire, ou vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. C'est-à-dire qu'elles ne permettent pas d'avancer vers la droite ou d'avancer vers la gauche, elles permettent juste de se tourner sur soi-même. Les flèches haut et bas permettent d'avancer et de reculer dans la direction du personnage. Donc le personnage ne peut que avancer ou reculer, et s'il veut tourner, il faut d'abord qu'il change de direction. Donc évidemment, en 2D, c'est un peu plus lourd qu'un déplacement avec les 4 flèches, etc. Mais mon idée était que le travail qu'on va faire pour la vision en 2D et la vision en 3D soit exactement le même. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis cette contrainte. Alors, pour récupérer les événements clavier, eh bien, ça se fait de plusieurs façons sous Pygame. Il y a deux façons principalement. La première, c'est de détecter un événement de type touche enfoncée, c'est-à-dire key down, et de ensuite regarder quelle touche a été enfoncée. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on ne peut pas gérer les combinaisons de touches. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de regarder si 2 touches ont été enfoncées en même temps, et du coup d'aller en diagonale par exemple. Dans le cas de notre jeu, c'est pas un problème. Donc du coup, on va garder ce gestionnaire qui est vraiment ultra simpliste pour gérer ça. Donc du coup, l'idée est donc de rajouter l'événement suivant. Donc ici, dans la boucle, donc si l'événement est de type quit, on fait on change la valeur L point continuer et puis on ferme la boucle grosso modo. Et sinon, on va commencer à regarder si c'est un événement keydown. Alors, si c'est un événement de type keydown, c'est la touche enfoncée. Alors, dans ce cas-là, on va regarder la touche qui a été faite. Alors, il faut comprendre que l'événement, il est dans l'objet, il est dans la variable event. Et donc, quand l'événement a lieu, il a d'abord un type. Donc, c'est l'événement keydown. Et après, on peut, dans cet événement, essayer d'aller farfouiller un peu. Et si c'est un événement de type keydown, du coup, l'objet event a un attribut key qu'on va contenir la touche enfoncée. Donc ici, on va examiner 4 cas. Si l'événement key est la touche de droite, alors il faudra changer la direction du personnage, c'est-à-dire s'il est en est, s'il est à l'est, il faut qu'il aille au nord, s'il est au nord, il faut qu'il aille à l'ouest, s'il est à l'ouest, il faut qu'il aille au sud, etc. Si l'événement... ah non, je me suis trompé. S'il est au nord, il faut qu'il aille à l'est. Voilà. Sinon, si c'est pas une touche droite, on regardera ce qui se passera en touche gauche, et on changera là aussi la direction du personnage de façon plus cohérente. Et si c'est K-up, c'est-à-dire la flèche vers le haut, il faudra que le personnage avance dans la direction qu'il a, c'est-à-dire si c'est vers le nord, il faudra qu'il aille vers le haut, si c'est vers l'ouest, il faudra qu'il aille vers la droite, vers la gauche, pardon, voilà. Et K-down, ça sera reculé. Donc, l'objectif de l'exercice 2, c'était de coder tout ce qui se passait dans les passes, là, qui n'est pas codé. Donc, appuie sur la flèche droite, le personnage va tourner d'un quart de tour dans le sens horaire, sur la flèche gauche, un quart de tour dans le sens anti-horaire, etc. Donc, du coup, on retrouve exactement le même programme, que suis-je fait, et puis on vient compléter. Alors, c'est pas une solution qui est très élégante. On a fait le reproche lorsque j'ai proposé ça à des profs de NSI, au sens qu'elle est un peu bourrin, mais au moins elle est claire.
Si je appuie la touche vers la droite, et bien si le personnage, sa direction c'est Est, et bien si je fais un quart de tour vers la droite, si c'est Est, dans ce cas-là, la direction du personnage passe à Sud. Sinon, si la direction du personnage était à Sud, je passe à Ouest. Si je passe à Ouest, je passe à Nord. Et si j'étais Nord, je passe à Est. Voilà. Alors on peut faire quelque chose de beaucoup plus court, beaucoup plus élégant avec des 0 et des 1. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait vraiment un truc vraiment très, très basique. Ensuite, si la touche est à gauche, dans ce cas-là, on change la direction du personnage dans le sens anti-horaire. Donc du coup, si on était à l'Est, si on était à l'Est, on passe au Nord. Si on était au Sud, si on était au Sud, on passe à l'Est. Si on était à l'Ouest, on passe au Sud. Si on était au Nord, on passe à l'Ouest. Voilà. Voilà tout simple. Maintenant, pour key up, c'est-à-dire en allant vers le Nord, en avançant. Le problème, c'est qu'on avance dans la direction qu'on a. Donc il s'agit de séparer les 4 cas. Là encore une fois, on peut le faire plus élégant si Nord, Sud, Est et Ouest sont codés avec un couple 0 et 1, un couple de 2 binaires. Donc du coup ici, si c'est Nord, je peux calculer new X et new Y, les nouvelles positions du personnage. Donc si je suis dans le Nord, je prends le personnage qui est actuellement en perso X et un perso Y, et du coup si je vais sur le Nord, je vais en moins 1. Je prends perso X moins 1, c'est-à-dire je remonte d'une ligne. Pour l'instant, je ne me pose pas la question de savoir si c'est possible ou pas. Juste, je dis, il faut que les nouvelles coordonnées soient, si je vais vers le Nord, il faut que perso moins X décrémente d'une unité. En revanche, si le personnage est en direction du sud, il faut qu'il descende d'une ligne. Dans ces cas-là, new x sera en perso.x plus 1, alors que new y ne va pas changer, c'est-à-dire va rester à perso y. Pour l'est, c'est-à-dire si je suis en direction de l'est, il faut que j'aille vers la droite, et donc du coup il faut que j'augmente d'une colonne. Du coup c'est new y qui est égal à perso.y plus 1, alors que new x ne change pas par rapport à perso x. Et si je vais à l'ouest, je vais reculer d'une colonne. Maintenant, avant de valider, une fois que j'ai réussi à faire, j'ai fait les lignes 56 à 67, j'ai donc un nouveau couple de position qui va être la position nouvelle du personnage, new x, new y. Le souci, c'est que il faut d'abord valider si c'est possible, c'est-à-dire est-ce que ce couple new x, new y, il est déjà dans un sommet possible du labyrinthe. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a bien une connexion entre les deux ? Donc du coup, ici, ce que je fais, c'est que je regarde si le couple new x, new y, il est dans les possibilités de la vie perso x, perso y. Le personnage, il est en x et y. Je regarde dans le graphe quels sont les sommets connectés avec le couple perso x, perso y, et si new x et new y sont à l'intérieur de cette liste, puisque c'est une liste qu'on obtient en tapant ce qui est surligné, ça voudra dire que new x et new y c'est une position possible, et dans ce cas-là, je change les coordonnées du personnage. Perso x devient new x et perso y devient new y. Voilà. Maintenant, je fais la même chose pour si la touche frappée est vers le bas. Donc, si le personnage, donc là je recule. Donc l'idée c'est que si le personnage est a une direction vers le nord et qu'il doit reculer, donc c'est-à-dire s'il regarde vers le haut, pour reculer ça veut dire qu'il doit descendre, donc il doit augmenter d'une ligne. Donc ici c'est new x qui vaut perso x plus 1. S'il va vers le sud, c'est-à-dire si elle regarde vers en bas et qu'il doit reculer, ça veut dire que le personnage finalement va remonter d'une ligne. Donc ici, new x est égal à perso.x moins 1. S'il regarde vers l'est et qu'il doit reculer, finalement, ça veut dire qu'il faut qu'il aille à gauche. Et s'il doit aller à gauche, ça veut dire qu'il recule d'une colonne. Donc ça veut dire que new y égale à perso.y moins 1. Et s'il regarde à l'ouest, c'est-à-dire s'il recule toujours, il faut qu'il augmente d'une colonne. Donc ça veut dire que new y est égal à perso.y plus 1.
Donc new x et new y, même chose, il faut avant de valider le changement de coordonnées, il faut vérifier que new x et new y sont bien des coordonnées possibles, autrement dit qu'il y a une porte et que c'est bien un sommet à l'intérieur du labyrinthe. Donc je prends l'endroit où est le personnage, donc sur le sommet perso x, perso y, et je regarde dans le graphe la liste des sommets connectés à ce sommet. Et si new x et new y est à l'intérieur, et bien dans ce cas-là, je valide le changement de coordonnées du personnage. Donc perso x reçoit new x et perso y reçoit new y. Et du coup, il ne me reste plus qu'en sortant de la boucle à faire un update où personnage égale perso va recevoir les nouvelles coordonnées. Et du coup, on aura l'illusion du personnage qui bouge. Voilà pour ça. Ce qui donne ceci. Hop, voilà. Je peux donc aller à droite et à gauche pour faire tourner mon personnage. Je peux par exemple monter pour avancer. Alors là je peux pas parce que je n'avais pas vu, mais il y a une porte. Il n'y a pas de porte. Voilà, donc du coup, voilà, je peux naviguer avec mon personnage et je me retrouve avec mes flèches qui me permettent de soit m'orienter à droite en tournant, soit d'avancer, soit de reculer. Voilà, je peux reculer dans le graphe. Voilà. Maintenant, on passe au chemin solution. On veut que si on appuie sur la touche H comme Help, le chemin entre le personnage et la sortie se dessine. Et pour cela, on déterminera le chemin solution grâce à la fonction codée dans la partie 2. Donc je rappelle que si ce n'est pas déjà fait, on peut mettre from résolution pour prendre un import étoile, donc ça a déjà été fait là-haut. Et pour rechercher la solution, eh bien, il suffit de faire résolution, on passe en paramètre le labyrinthe, le sommet de départ et le sommet de destination. Alors là, ici, ce qui va être important, c'est qu'on va donc passer le sommet de destination, ça sans problème, c'est le même. Mais par contre, le sommet de départ, ce qu'on va faire, c'est comme on va afficher le chemin solution, on va donc plutôt passer en paramètre la position du personnage. Et une fois qu'on aura récupéré solution, eh bien, il suffira de l'afficher. Et pour l'afficher, il suffit juste de changer un tout petit truc. Il suffit de rajouter ici chemin égale solution dans le paramètre de l'update. Donc, dans l'exercice 3, l'idée c'est donc qu'on obtienne ce comportement-là, c'est-à-dire qu'on appuie sur la touche H et aussitôt le chemin entre le personnage et la case verte se dessine. Voilà, et si on appuie sur la touche H, bien sûr, il ne s'affiche plus. Alors, pour faire ça, c'est relativement simple. Il nous faut quand même un drapeau pour afficher la solution. Donc ici, le drapeau, je l'ai appelé affiche solution. Et par défaut, j'ai mis un false. Ensuite, ça c'est mon téléphone, j'ai rajouté évidemment un événement de type clavier. Enfin, un événement de type. Enfin, je regarde si la touche H est enfoncée. Donc ici, en dessous du key down, je vais mettre un elif even key égale pygame key H. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand j'appuie sur H, je vais changer la valeur du drapeau. Donc on peut le faire plus vite, mais là je mets que grosso modo si affiche solution est égal à false, et bien dans ce cas-là affiche solution passe à true. Et sinon, ça veut dire que c'était à true, dans ces cas-là, il passe à false. Voilà. Donc le drapeau va passer alternativement de false à true en appuyant sur H. Et du coup, mon update, je le soumets à ce drapeo. Donc soit cas normal, c'est-à-dire j'ai pas appuyé sur H. Si affiche solution est égale à false, je fais un update normal sans le chemin. Sinon, je cherche la solution. Alors, la solution, le chemin solution, c'est donc une liste de sommets que j'obtiens en faisant résolution, dans lequel je mets l'habit en premier paramètre. Ensuite, je passe le sommet de départ, et je mets surtout pas que le sommet de départ, je mets surtout la position du personnage, donc je mets le couple perso X, perso Y. Et puis après, je mets sommet destination. Et du coup, je fais un update, donc c'est exactement le même que le précédent, sauf qu'à la fin, je rajoute chemin égale solution. Ce qui nous donne, quand on fait
l'exécution. Alors, je peux me déplacer un petit peu. Donc là, j'ai pas appuyé. J'appuie sur H et là, le chemin s'affiche. J'ai eu besoin d'appuyer qu'une seule fois sur H. Et ça veut dire en fait que la valeur drapeau affiche solution est passée à true et que je suis en train d'exécuter les lignes 109 à 113. Si je rappuie sur H, le drapeau affiche solution passe à false et je suis en train d'exécuter la ligne 106 uniquement. Donc là j'appuie sur H et là je vois que je peux aller sur la solution. Voilà, hop, je peux trouver, j'ai même pas besoin de réfléchir. Alors attends quand même que j'arrive à tourner. Voilà, bon vous avez compris. Voilà. Et du coup, on peut arriver sur la solution. Ceux qui seront courageux pourront me programmer un truc qui dit bravo, vous avez gagné quand je suis arrivé sur la bonne solution. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, il ne reste plus, donc ça c'est la résolution en 2D, à faire exactement la même chose avec un affichage 3D. Et en fait vous allez voir que comme j'ai été malin dans mon labi 2D, mon labi 3D que j'ai construit fonctionne exactement de la même façon et c'est très facile à faire. Donc pour vendredi, puisqu'on se voit vendredi, je vous laisse faire ça. Essayez de me faire la dernière partie pour afficher le labyrinthe en 3D comme indiqué ici. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de... Enfin bref, une bonne semaine, tout ce que vous voulez.